Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le live Twitch de No Code France. Voilà, j'ai le plaisir et l'honneur d'être avec Xavier et Edouard et aujourd'hui on va parler RGPD. C'est la deuxième session qu'on fait un peu sur ce sujet. Voilà, on avait une première session avec François et Florian. Je mettrai le lien d'ailleurs vers la vidéo pour si vous voulez faire un petit cours de rattrapage. Voilà, on avait pas mal parlé du RGPD en long, en large, avec l'angle du no-code évidemment. Et on a eu l'envie de continuer un peu à creuser sur ce sujet avec Edouard de Leto.legal. Donc tu vas nous raconter un petit peu tout ça pour en remettre une petite couche parce que c'est un sujet tellement important et en même temps tellement complexe qu'on s'est dit que c'était bien d'en reparler avec une autre expertise. Voilà, et puis un peu vraiment toujours l'angle du no-code, mais voilà, de manière très pragmatique et synthétique. Donc voilà, ça va être ton exercice pour aujourd'hui, Edouard. Et on a Xavier avec nous, évidemment, qui va co-animer avec moi et poser toutes les questions et surtout les questions qui seront dans le chat. Donc n'hésitez pas, avant que je donne la parole à Edouard, voilà, vraiment n'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'hésitez pas, on les prendra soit en même temps, soit on les gardera pour la fin. On va voir, on va essayer un petit peu de pouvoir répondre au plus de questions possibles et profiter d'avoir un expert sous la main pour aborder tout ça. Eh bien, Edouard, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi ? Bonjour à tous, merci beaucoup d'avoir organisé cet événement et de m'avoir invité. Alors je tiens à préciser en amont que je n'ai pas de background juridique, donc tout ce que je vais dire n'est pas à prendre comme des conseils juridiques à proprement parler. J'ai une expérience plutôt de terrain du RGPD, donc tout ce que je vais dire, voilà, c'est très opérationnel et ne pas hésiter ensuite à compléter mes réponses avec toutes les ressources officielles que vous pourrez trouver sur Internet. Donc ça, c'était un petit point d'introduction. Ensuite, pour me parler rapidement de moi, ça fait une douzaine d'années que je bosse. J'ai fait 4 ans de conseil. Ensuite, j'ai raté le permis 3 fois. Donc, j'ai monté une boîte qui s'appelle vromvrom.fr, qui est devenue le premier comparateur d'auto-école en France. Aujourd'hui, ça fait 1,5 million de visiteurs uniques par an, je crois. Donc, c'est le TripAdvisor de l'auto-école. Je l'ai cédé en 2017 et puis j'ai rejoint Live Mentor, qui est une école en ligne pour entrepreneurs, où j'étais directeur produit académique et j'ai participé au scale de l'activité pendant près de 3 ans. Et puis voilà, j'ai lancé Leto.legal l'année dernière. Et puis, puisqu'on est sur du no-code, je vais parler rapidement de ma relation au no-code, tant qu'à faire. Elle est double. La première, c'est que j'ai également monté quand j'étais consultant, donc il y a 10 ans maintenant, vox.org, voxe.org, qui était à l'époque premier comparateur neutre et indépendant de programmes politiques. Donc c'est un peu la version d'il y a 10 ans de Élysée, pour ceux qui ont vu passer l'application. Et ce projet, qui n'était pas du tout no code à l'époque, a beaucoup pivoté et c'est devenu aujourd'hui une newsletter d'empowerment féminin. Et c'est un projet que j'ai pas mal aidé, que j'ai continué à aider parce que j'en ai cédé la direction en 2015. Donc j'ai continué à aider ces dernières années et notamment sur toute la stack no code. Et donc c'est une newsletter mais qui fait vivre 4 personnes à plein temps et qui est complètement powered by des outils sympas comme Webflow, Integromat, donc Make maintenant, Mailchimp, Zapier, il y a tout plein de MemberStack, il y a tout plein de stacks très sympas sur lesquels je me suis bien éclaté. Et donc ça, c'est ma première, en tout cas, la relation officielle avec le no-code, c'est celle-là. Donc je suis un énorme fan d'Integromat, j'ai fait des centaines de milliers de scénarios. Et avant ça, j'ai fait beaucoup de WordPress. Donc quand je suis arrivé chez Live Mentor, j'avais fait beaucoup de WordPress avant, donc j'ai été le premier à faire la formation WordPress de chez Live Mentor. Donc c'était un peu l'outil no-code avant le no-code. On pouvait tout faire avec ou presque sans toutes ces stacks. Donc, fais attention. Ouais, donc depuis, je suis passé à Webflow. Je prétends pas être un expert Webflow, mais je fais maintenant tout sur Webflow. J'ai arrêté de toucher à WordPress. Mais en tout cas, j'ai toujours eu cette frustration en tant que non-développeur de pas pouvoir faire les choses moi-même. Ça avait été le cas à l'époque pour VroomVroom. Et donc, quand j'ai découvert WordPress et que je m'y suis mis, ça a été une vraie révélation. Donc depuis, j'ai pas lâché le sujet du no-code et donc j'étais très très heureux de pouvoir rejoindre cette communauté. Et je trouve que c'est une formidable idée. Et on apprend énormément de choses et on rencontre des gens géniaux. Voilà un petit peu pour ma relation au no-code. Sans vouloir te mettre la pression, je dis bonjour à tous les gens qui sont connectés, et notamment Florian qui nous dit que toute la promo Uncode School est en train de regarder. Donc voilà, tu as des gens en formation qui vont écouter attentivement ce que tu vas dire, donc attention, il va pas falloir dire de bêtises. Que ça marche. En tout cas, c'est bien s'il y a des gens qui se forment au no-code, parce que je pense que Vox va bientôt recruter en plus un développeur no-code, alors je sais pas comment on dit, un no-codeur ou un product... no-codeuse.
Un no-go dose, exactement. Donc ça, c'est super qu'il y ait de plus en plus de personnes qui s'intéressent au sujet et qui veulent se professionnaliser en particulier sur la thématique, parce que maintenant, on peut vraiment faire des choses incroyables avec des équipes qui sont sans tech. Et ça, c'est top. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots très rapidement sur Leto.legal? Leto, tout court, enfin je sais pas, je suppose que tu as peut-être... Alors, les deux me vont. L'intérêt de Leto.legal, c'est que ça donne directement le nom de domaine. C'est Tout à fait. pratique. Donc, Leto, effectivement, c'est une solution que j'ai cofondée avec un ami qui s'appelle Benjamin, qui vient simplifier et automatiser un maximum de choses quand il s'agit de parler du RGPD. En gros, on est parti du constat, lui à deux niveaux. Benjamin, lui, il vient d'une scale-up qui faisait de l'acquisition et de la fusion-acquisition et pour lequel il était CTO et il devait gérer les due diligence des boîtes qu'il achetait et il devait ensuite s'assurer que ce qu'il achetait pouvait facilement être mis en conformité avec la grosse boîte dans laquelle il était. Donc, il y avait un vrai sujet de voir comment rapidement gérer la conformité des petites boîtes qu'il rachetait, qui est tout grosse d'ailleurs. Et de mon côté, c'est plutôt l'angle entrepreneur, pour l'avoir vécu à titre personnel, et puis aussi chez Live Mentor, lorsqu'on coachait les entrepreneurs, le sujet RGPD finissait toujours par émerger à un moment ou à un autre. Pas de solution, pas de réponse satisfaisante lorsqu'il s'agit de se mettre en conformité. Jusqu'à présent, beaucoup de leviers pour se mettre en conformité consistent à faire appel à un avocat, payer très cher le temps homme de l'avocat, c'est 300-400 € de l'heure minimum, et puis ça prend du temps, et puis c'est du one shot. Alors que la conformité by design, c'est du temps long, c'est un framework. Donc l'enjeu, c'est d'être conforme tout le temps, ou en tout cas de faire les efforts dans la durée, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et donc partant de ces constats-là, de ces pain points qu'on avait eus, à la fois Benjamin et moi, on s'est retrouvé autour de cette idée de se dire comment est-ce qu'on pourrait construire une solution qui vient à la fois réduire et limiter toute la mise en conformité, enfin toutes les actions manuelles à faire quand on veut se mettre en conformité, et comment aussi s'assurer qu'on est conforme dans la durée. En tout cas, qu'on fait les efforts dans la durée pour sa mise en conformité, parce qu'une entreprise, elle grandit. Et dès qu'on lance un nouveau produit, dès qu'on collecte une nouvelle data, il faut mettre à jour normalement toute la documentation et les process en matière de conformité. Et généralement, c'est compliqué, parce qu'on va pas repayer un avocat tous les 4 matins. Et donc, c'est comme ça qu'est venu ce sujet de l'étau, où on s'est dit, en fait, il y a plein de choses qui sont faites aujourd'hui manuellement, ou en tout cas qu'on fait faire et que ça coûte très cher, et qu'on pourrait en fait automatiser grâce à la technologie. Et alors justement, avant, tu vas nous faire une démo, de toute façon qu'on va pouvoir voir vraiment concrètement. Mais peut-être avant, justement, si on passait un petit peu de temps juste sur essayer un peu de synthétiser justement un peu toi, ce que tu recommanderais et ce que tu as envie de dire quelque part aux développeurs, enfin aux no-codeurs et aux no-codeuses qui nous regardent et qui lancent des projets ou qui utilisent des outils no-code en tout cas, et à quoi est-ce qu'ils doivent prendre garde, qu'est-ce qu'ils doivent faire, enfin voilà, un petit bilan rapide de ce sujet. Alors, il y a eu des discussions un peu sur le Slack à cette thématique. C'est pas évident, parce qu'en fait, si on prend ce qui se passe actuellement au pied de la lettre, vous avez la CNIL qui a annoncé il y a 2-3 semaines que Google Analytics était non conforme au RGPD. Donc, c'est un peu un pavé dans la mare, parce qu'une fois qu'on a dit ça, si Google Analytics lui-même est non conforme au RGPD, est illégal en matière de RGPD, ça ferme beaucoup de portes. Et la réalité, c'est que il faut être pragmatique. Et lorsqu'on lance un projet au démarrage, il faut surtout déjà penser à ce qu'on fait des données personnelles, ce qu'on collecte en matière de données personnelles, et de s'assurer qu'on collecte uniquement ce dont on a besoin. Il y a des choses de base qu'on va appeler privacy by design à minima dans la façon de faire, qui sont à respecter. Si on regarde un peu l'angle de la CNIL, finalement, ce que la CNIL va regarder, c'est surtout toutes les diligences, les efforts, la maturité qu'on prend sur le sujet. Personne n'est jamais 100% conforme, ça n'existe pas. En revanche, ce qui va être attendu dans tous les cas, si demain vous aviez un contrôle, ça va être de montrer que vous êtes conscient des limitations que vous avez et des efforts que vous mettez en œuvre dans la durée pour y arriver. Et je vous renvoie par exemple à un article très intéressant d'Alan, la mutuelle, qui a été contrôlé il y a pas longtemps. Voilà, il savait qu'il y avait des trucs. Dans un an, il serait bon. Mais qu'au moment où la CNIL a fait son contrôle, ok, ils sont out, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est un élément déjà qu'il faut avoir en tête, c'est pas se mettre la pression en se disant oh là là, il faut dès que je démarre mon projet que je sois ultra protégé à tous les niveaux et finalement de se mettre la tête sous l'eau. En revanche,
il y a quelques éléments voilà, qu'on peut essayer de mettre en œuvre tout de suite, qui sont peu coûteux, qui consistent à réfléchir aux données personnelles qu'on collecte. L'idée, c'est uniquement de collecter ce dont on a vraiment besoin, d'être transparent, c'est-à-dire de pouvoir à tout moment permettre aux gens qui laissent de la donnée personnelle chez soi, de pouvoir à tout moment leur permettre de la supprimer ou de demander qu'elle soit supprimée. Donc, c'est vraiment ça. C'est ce qu'on appelle l'exercice de droit. Et ça, c'est un sujet dont on va peut-être reparler, qui est en train d'exploser aussi. Et puis, il y a la question de la conservation de la donnée. C'est-à-dire que non seulement il faut collecter uniquement ce dont on a besoin, mais il faut aussi se poser la question, dans la mesure du possible, de combien de temps on la garde. Donc, si vous avez, je sais pas, des emails de gens qui se sont désabonnés de votre newsletter, bon, ouais, au bout de quelques mois, il est assez légitime de les supprimer. Ou alors, si vous avez des contacts de lead, si vous faites du B2B, qui vous ont dit non et que vous avez encore 2-3 ans après dans votre CRM, il y a des efforts à faire sur ce sujet. Donc, c'est plutôt de la bonne pratique et qui fait aussi sens sur le plan business, parce que moins de data, c'est potentiellement moins de coûts selon les services. Ça allège un petit peu tout ce qui est filtre ou autre. Donc, il y a vraiment cette réflexion qu'il faut avoir sur qu'est-ce que comment est-ce que je peux être un peu moins éthique dans mes process vis-à-vis des données personnelles. Et puis, la sécurité, bien sûr, dans la mesure du possible, voilà, protéger les données personnelles, pas laisser traîner des fichiers clients, des 06, sans qu'il y ait un minimum d'accès et de sécurité. Donc ça, c'est un peu les bonnes pratiques de base, les bons réflexes, je pense qu'il faut avoir et qu'il faut mettre en place from day one. Et puis ensuite, effectivement, une fois qu'on grandit, il y a la réflexion sur la typologie d'outils qu'on va utiliser. Donc c'est là où on arrive sur le no-code, les typologies d'outils qu'on va utiliser en fonction de ses besoins et où est-ce qu'en fait on va stocker la donnée personnelle. Et ça aussi, c'est pareil, il faut être à minima conscient des sujets, de savoir que oui, potentiellement, bah voilà, j'utilise Google Analytics, bah si je peux utiliser une solution alternative, c'est quand même mieux. Si j'ai du Airtable, bah vraisemblablement que c'est un peu comme Google Analytics et que bah c'est pas top. Donc si j'ai le moyen de trouver une autre solution, c'est mieux. Après, c'est pas quand on est en train de bootstrapper son projet en tant que no-codeur, par exemple, c'est pas forcément le sujet, à mon avis, qu'il faut traiter en priorité. Déjà, si on a des bons réflexes et puis formaliser un petit peu ce qu'on fait des données personnelles, donc c'est ce qu'on va attendre la CNIL à terme, ce qu'on appelle le registre des traitements, c'est dire bah voilà, j'ai telle data, voilà ce que j'en fais, combien de temps je les garde, qui y a accès. Et qu'est-ce qui justifie que j'ai ces data? Est-ce que j'ai demandé à la personne de me la donner, ou est-ce que c'est du B2B, donc je peux la récupérer sans forcément son consentement? Voilà, ce genre de choses. Si on a ça déjà, et qu'on a pensé à ça dans le cadre, en même temps qu'on développe son projet, je trouve qu'on est déjà sur une petite équipe, on est plutôt bien. C'est important de souligner ce que tu dis. Pardon, je te laisse la parole, Xavier, après. Mais je rebondis juste, c'est vraiment ce que disait un peu François et Florent la dernière fois. C'est avant tout quand même une question d'état d'esprit et d'effort. Tu l'as dit dès le début, montrer à la CNIL une volonté, un effort qui va dans le bon sens, quoi. Exactement. Parce que alors, je peux pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de risque en termes de contrôle. Aujourd'hui, il y a des petits acteurs. J'en parlais avec François l'autre fois. Il y a des petits acteurs qui peuvent se faire contrôler. Soit, il y a eu même des médecins qui ont été, qui ont une amende parce qu'ils avaient laissé traîner une photo ou des photos de patients avec leur nom sur des serveurs non sécurisés. Et boum, 3 000 € qui leur sont tombés dessus. Et puis, il suffit qu'il y ait un client, un utilisateur qui soit pas satisfait parce que vous n'avez pas supprimé sa data ou que sais-je, et la CNIL peut débarquer. Elle débarque pour le coup, elle débarque du jour au lendemain. C'est un peu comme un contrôle fiscal. Ding dong, je suis là. Montrez-moi ce que vous avez en matière de RGPD. Donc ça, c'est à avoir en tête. Maintenant, le risque reste relativement faible et fondamentalement, ce qui va être attendu de la CNIL, surtout si c'est une petite structure, c'est de comprendre que vous êtes conscient des sujets, que vous avez une feuille de route pour les traiter et que vous avez un peu commencé. C'est ça, pour une petite équipe, c'est quand même bien, quoi. Il va y avoir un peu de documentation et expliquer, bah voilà, les données, je les ai là, je les conserve tant de temps, il y a un tel qui a accès. C'est ce fameux registre déjà, notamment, qu'il faut essayer de démarrer, quoi. Ouais, je trouve que c'est de bonnes pratiques, même en interne, de comprendre où sont mes datas et comment est-ce qu'on se traiter. Fondamentalement, c'est pas anti-business. Je trouve que ça fait sens de pouvoir aussi se poser ces questions-là, parce que derrière, ça permet aussi ça peut avoir des impacts UX. Par exemple, est-ce que j'ai besoin vraiment de poser telle question à un utilisateur lorsqu'il va se sign up?
que j'en ai besoin pour mon activité. Et donc, si finalement, je me dis, j'en ai pas besoin, ça, c'est mieux en matière de RGPD. Deux, c'est mieux en termes de toute conversion de ton formulaire parce qu'il est plus court. Tu vois, tout ça, c'est un peu connecté quand même aussi. Donc, je trouve que c'est intéressant d'avoir cette démarche intellectuelle. Xavier? Oui, j'ai déjà 2 questions dans le chat, il y en a d'autres, mais c'était les premières. Tout à l'heure, tout au début, tu as dit que, bon, toi, tu n'es pas juriste, mais il y a Julien qui demandait, est-ce que dans la team, il y a des juristes? Chez Leto? Chez Leto, ouais. Oui, chez Leto. Très bonne question. Alors, pas encore. On est deux, on a une approche très opérationnelle du RGPD. Et ensuite, on a dans notre entourage, en revanche, on bosse avec des experts RGPD. C'est-à-dire qu'en gros, Leto, nous, on vend la solution. Et on a 2 cas de figure. Soit l'équipe a internalisé, entre guillemets, le RGPD. Donc, en gros, la feuille de route privacy, elle est internalisée. Il y a quelqu'un qui est en charge du sujet, ça lui est tombé dessus. Souvent, c'est une casquette parmi plein d'autres que, que quelqu'un va prendre et il va dérouler la feuille de route. Et nous, ce qu'on pousse dans ces cas-là, c'est vraiment l'approche itérative, c'est-à-dire l'approche pragmatique. C'est-à-dire, je fais mon traitement, je déclare, je formalise un petit peu comment ça fonctionne chez moi. Parfois, par exemple, je conserve ma durée de conservation d'une data particulière, elle est très longue. Bon, c'est comme ça. Et puis, avec Leto, tu as un module risque et on va te dire, OK, ça, il va falloir le corriger à un moment ou à un autre. Tu vois? Donc, c'est une approche qui est genre cool. On se met pas à la pression. Déjà, si on formalise, on pense le sujet, on monte en maturité sur la thématique et ensuite, on se construit une feuille de route dans le long terme. Si on est contrôlé, franchement, oui, on va nous dire, bon, les gars, il va falloir le faire. Et toi, tu dis, oui, je sais, c'est prévu. Et voilà les ressources qu'on est prêt à mettre en face. Je pense pas qu'il y ait de problème particulier, sauf évidemment s'il y a énorme bourde ou que sais-je, mais de manière générale, c'est un peu ça la démarche que nous, on essaie de pousser, sur lesquelles on accompagne nos clients. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, dans le deuxième cas, on a des clients qui, pour le coup, parfois sont plus petits, mais ont une exposition RGPD très forte. Par exemple, ils font du B2B et ils doivent bosser avec des grands comptes. Et dans ce cas-là, ils ont besoin d'être conformes au RGPD. Ils doivent avoir un peu cette assurance qui sont conformes dans la durée, mais ils n'ont pas le temps ni d'être sur l'outil, ni de piloter ça pour en parler. Donc, nous, on peut leur mettre à disposition notre réseau de DPO externe qui leur permet d'avoir la solution qui fait baisser la facture du DPO, rend les choses plus simples et, à terme, s'ils le souhaitent, réinternaliser la compétence. Et donc, comme ça, ils ont l'expertise que nous, on leur met à disposition, plus la solution. Voilà. Et donc, nous, évidemment, si on a des questions très techniques, on peut aller solliciter notre réseau d'experts pour répondre aux sujets qui sont vraiment trop précis. Ok. D'accord. Ouais, j'espère que ça répond à la question. Ouais, si, carrément. La solution, c'est la question de Mathieu. La solution, elle s'adapte à tous les types d'entreprises, que ce soit une grande entreprise. Ouais, très très bonne question. Aujourd'hui, on a ce qu'on va appeler un go-to-market, donc on a un positionnement qui est très moyenne entreprise, donc entre 50 et 250 salariés, en gros. Avant de lancer le projet, on avait beaucoup discuté aussi avec des grands comptes qui ont parfois déjà des solutions. Parfois, ils ont déjà une armée de directeurs juridiques, de juristes en interne. Donc, on va dire la dimension ops nous on essaie de pousser avec Leto, c'est-à-dire tu gagnes du temps, tu gagnes de l'efficacité, tu vois, tu es vraiment dans l'efficience. Elle fait un petit peu moins sens parfois. Après, on se ferme pas du tout la porte à aller bosser avec des grands comptes. C'est plus que dans la démarche que nous on a aujourd'hui par rapport à à la façon dont on adresse le marché, on va plutôt aller chercher des boîtes entre 50 et 250. En tout cas, c'était notre thème. Mais c'est vrai que assez naturellement, on a beaucoup de leads entrants qui sont beaucoup plus petits, à partir d'une peut-être 5, 10 salariés, ils savent que il faut qu'ils soient conformes parce que sinon ils pourront pas répondre à tel ou tel appel d'offres, ou alors ils sont sur un secteur où la conformité c'est un sujet. Quand on est proche de la santé, quand on est proche de la finance, il faut quand même être assez carré. Et donc en fait assez tôt, ça devient une thématique à traiter et c'est là où ça fait sens parce que en prenant les taux assez tôt, il s'évite de la charge et un coup de pression et un effet balancier sur le sujet RGPD dans quelques temps quand ils auront grandi, quoi. Parce qu'en fait, ça aurait été anticipé dès le début, un peu en mode privacy first. Si je suis tout seul, est-ce que c'est utile, par exemple, moi, pour ma boîte perso, est-ce que c'est utile pour moi d'aller souscrire chez Leto pour pouvoir m'aider à gérer ma... En vrai, je suis pas sûr. Parce que si tu es tout seul, déjà en termes de sécurité, il y a que toi. En termes de traitement, tu as tout dans ta tête. Donc
je pense pas que nous on a une valeur ajoutée particulière par rapport à ce que tu pourrais produire comme document sur un modèle clinique que tu aurais. Tu connais tes data. Ça n'a pas trop de sens. Là où pour nous on essaie de se positionner, c'est vraiment le côté où ok, je dois commencer ma conformité, c'est relou, personne n'a envie de le faire, ça n'intéresse personne, mais il y a des triggers de plus en plus importants pour qu'on le mette en place rapidement. Je veux pas que ça me coûte un bras par an. Parce qu'un DPO externe, ça coûte quand même minimum 1 200 euros par mois. Hein, donc, c'est tout de suite un budget. Comment je fais pour piloter ce sujet à moindre coût, en tout cas de manière la plus efficiente possible, dans la durée. Et ça qui est très important, c'est dans la durée. Et c'est là où, oui, on vient se positionner. Parce qu'on, justement, on va venir se connecter aux différences. Enfin, je n'ai pas encore présenté la solution, mais en gros, on a ce positionnement qui est vraiment, tu vas gagner du temps, tu vas vraiment concentré sur les sujets qui demandent de la valeur ajoutée intellectuelle. Donc, on ne vient pas remplacer les experts, tous les consultants, etc. On va vraiment simplement leur dire, OK, vous allez arrêter de facturer du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée, puisqu'on va pouvoir les automatiser. Et là où il y a besoin de jus de cerveau, parce qu'on est sur une thématique spécifique, parce qu'il faut rédiger une clause d'un contrat, parce qu'il faut relire une clause d'un contrat dans quelques cas, donc vraiment du conseil juridique pour en parler, ben là, ça fait sens d'avoir toujours de l'humain. Mais pour le reste, il y a plein de choses qu'on peut vraiment automatiser significativement, quoi. Ok. Est-ce que peut-être que, justement, avant de continuer un peu sur les questions, il y en a quelques autres, tu nous ferais pas justement une petite démo un peu peut-être pas rentrer dans tous les détails, c'est une solution quand même assez complexe, mais pour qu'on comprenne justement, pour illustrer un peu ce que tu as dit là, je pense que ça matérialisera bien, et notamment peut-être un petit peu insister aussi sur les liens, j'ai envie de dire, qu'il y a avec, pour les outils no-code, le fait de pouvoir se connecter directement à Airtable, des choses comme ça, quoi. Yes. Alors, hop, j'ai vu qu'il y avait des questions sur Google Analytics. Effectivement, c'est une discussion. Le temps que je fasse le partage, je comble. Tu peux répondre à la question, effectivement. Voilà, je réponds à la question. Sur le site de l'Eto. Voilà, et donc oui, il y a Google Analytics, je sais, méchant, pas bien. Effectivement, c'est un sujet. On en a parlé avec mon associé pas plus tard qu'il y a 2 jours. Il faut qu'on trouve la bonne solution. On avait fait un article. Vous voyez mon écran ou pas? Pas encore. Je vais le partager tout de suite. Hop, ok, super. On a fait un article, donc si vous avez des questions, on essaie de faire un peu de contenu très opérationnel sur le RGPD. Alors, pour la petite histoire, on avait quand même fait un article en septembre 2021 sur pourquoi est-ce qu'il faut se méfier de Google Analytics. Donc, voilà, je veux pas me la raconter, mais on avait quand même un petit peu identifié le sujet. Et donc, à la fin de cet article, on a mis une liste d'outils open source ou pas, payants ou pas, qui permettent de faire de l'analytics privacy by design. Okay, le truc de ces outils, c'est pour ça qu'il faut que je me replonge un peu dans le benchmark, c'est que pour la plupart, ils sont payants. Ça se paye, donc c'est ce prix-là. Donc, je vous invite à aller voir cet article. Comme ça, vous aurez des solutions. Il y a même du self-hosted. Vous verrez, hop. Je sais pas si je peux le mettre dans le chat. Non, je peux pas. Je vous laisserai, Xavier, ici, je vous laisserai mettre l'article. Vous le trouverez dans le ressources guide, et puis tapez Google Analytics, vous le retrouverez. Bref, donc voilà. Donc oui, on va changer. Mais c'est vrai que Google Analytics, la problématique, c'est que dès qu'on veut travailler un peu son funnel marketing, tout est un peu interconnecté. Donc il faut faire des concessions. Donc on est en train de regarder ça. Voilà pour la parenthèse. Alors je reviens sur la solution. Donc la philosophie de l'Eto pour gagner du temps. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans le comment. Ça va être de s'interfacer avec toute votre stack, donc tous les SaaS que vous avez dans l'entreprise. Donc c'est là où effectivement le no-code va pouvoir faire sens éventuellement, et naturellement aussi les bases de données métiers. Et une fois qu'on s'interface avec toutes ces bases, en fait, on va venir regarder ce qu'on appelle le schéma de données, donc le nom des champs de chacun des outils. Donc parfois on le connaît d'avance parce que certains outils ont des champs fixes, et puis il y a des outils qui ont des champs fixes et des champs custom. Vous allez pouvoir créer vos propres outils. Donc on a à la fois une approche un peu légale où on va regarder concrètement ce qu'il y a dans l'API, concrètement ce qu'il y a dans la documentation juridique, et puis on va rajouter un peu d'algorithmie pour regarder quels sont les autres champs que vous aurez pu créer, pour que on puisse en quelques clics réaliser l'inventaire automatique de toutes les données personnelles présentes dans l'entreprise. Donc, je répète, on ne va pas regarder les datas, on va regarder le schéma de données. Donc, on va plutôt regarder le nom des champs, typiquement, pour essayer de supposer, d'inférer sur toute la typologie de données personnelles qui sont présentes dans l'entreprise. Et donc, une fois que vous avez connecté un peu tous vos SaaS à l'Eto, en fait, en un quart d'heure, si je puis dire, vous avez votre data mapping, votre inventaire de toutes les données personnelles. Un truc que pourraient vous facturer très cher des consultants extérieurs. Et à partir de là,
on va pouvoir construire toute la documentation juridique, ce que nous on appelle un peu la data room CNIL, qui permet de justifier de sa conformité. Et comme on est connecté aux différents SaaS, eh bien, on va pouvoir la maintenir dans le temps. Puisque si on a sur un SaaS une nouvelle donnée personnelle qui est identifiée par l'ETO va automatiquement remonter l'information à l'utilisateur de l'ETO et donc l'utilisateur va pouvoir modifier éventuellement les documents ou les éléments qui doivent être modifiés dans l'ETO et donc mettre à jour constamment quand c'est nécessaire sa documentation. Donc nous, on a un nom pour ça, on appelle ça le shadow processing. Je ne sais pas si vous connaissez le shadow IT qui consiste à installer des trucs dans le dos de la DSI. Bon, là, c'est un peu pareil, c'est le shadow processing, donc c'est à collecter de la donnée dans le dos du DPO, donc la personne en charge du RGPD. Si je prends un exemple ultra concret, voilà, j'ai une équipe marketing qui utilise HubSpot et puis il y a un gars ou une personne, une fille qui décide de collecter une nouvelle donnée personnelle. Je sais pas, par exemple la date d'anniversaire et elle prévient personne et elle commence à collecter la donnée. Bon, c'est clair qu'elle peut ne pas avoir le réflexe d'alerter le DPO par rapport à ça. Or, si cette donnée est collectée, elle doit être déclarée dans le traitement de données, dans les registres de traitement. Il faut s'assurer que c'est bien légitime que cette donnée soit collectée. Donc, il y a des impacts en matière de conformité. Et donc, le fait d'être connecté aux outils permet d'alerter très en amont l'utilisateur qu'il y a des changements et donc de pouvoir réagir en conséquence sur sa conformité et de s'assurer que en cas de contrôle, c'est toujours clean. Voilà. Donc voilà un petit peu le principe. C'est intéressant pour généraliser un peu ce point, mais ça montre bien l'intérêt de l'ETO, mais je pense que pour bien, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, que les gens qui se mettent et qui sont dans une process de se mettre en conformité, on va dire, au RGPD, souvent, les gens, je pense, ont ce truc de « OK, on le fait », c'est un peu un one-shot, et puis après, c'est fait, quoi. Alors qu'au contraire, forcément, les données évoluent, ce qu'on met en place évolue, ces outils, machin. Exactement. Et tenir à jour, finalement, je pense, est le truc le plus difficile. Et d'ailleurs, il y a des gens aussi qui s'y mettent pas, parce qu'ils savent que ça va être compliqué de mettre à jour. Je m'inclus un peu là-dedans, un peu ce problème de s'y mettre, parce qu'on se dit, c'est un effort constant à partir du moment où on l'a fait, quoi. Mais qui est extrêmement important. Donc nous, notre challenge aujourd'hui, c'est effectivement de gérer un maximum de SaaS. Donc on construit nos connecteurs en fonction des clients qu'on fait rentrer concrètement. Donc on essaie d'être un peu pragmatique parce que c'est pas très coûteux de faire un connecteur, mais autant pour nous d'être lean et d'essayer de le faire de manière prioritaire. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre de connecteurs. Certains connecteurs, le terme est un peu fort, c'est pas forcément des connecteurs parce qu'on ne peut pas forcément se connecter techniquement à l'outil. Et dans ce cas-là, on va plutôt nous faire l'analyse de l'API et ou l'analyse de la documentation, voire même de l'outil, pour savoir quelles sont les données personnelles qui sont collectées. Par exemple, si je prends un Alan, il n'y a pas aujourd'hui de possibilité de se loguer directement à Alan. En revanche, on va être capable, parce qu'ils ont une politique de confidentialité très précise, de savoir exactement quelle est la nature des données personnelles qui sont collectées. Et donc, nous, on va l'intégrer directement dans l'ETO. Et on va également mettre de la veille sur leur politique de confidentialité pour être sûr que s'il y a un changement, on soit automatiquement notifié. Voilà pour un truc qui est assez intéressant. Enfin, je me souviens quand tu m'en avais parlé la première fois de l'outil. C'est aussi ce côté de pré-mâcher le travail. Il y a, OK, aller se connecter au base Airtable, voir les données qui sont dedans, etc. Mais il y a aussi... petit problème de caméra, je reviens après, c'est pas grave. Vous m'entendez toujours, je pense? On t'entend, on t'entend. Ok, j'ai plus de batterie, c'est pas grave. Mais il y a aussi ce truc de pré-mâcher, donc de lire les documents, de pouvoir signer. Je me souviens qu'il y a un truc aussi où vous avez les clauses de confidentialité qui sont accessibles directement. Enfin, ce genre de choses. Mais je te laisse continuer la démo, moi je vais revancher. Yes. Alors donc là, on n'a pas encore le connecteur Airtable que tout le monde ici peut-être attend, donc il va arriver. Donc, je vais vous montrer plutôt avec un outil type HubSpot, mais c'est exactement le même principe. On va pouvoir s'interfacer avec la solution. Donc là, je me log sur un HubSpot. Voilà, je valide et automatiquement, la solution est en train d'analyser ce qui se passe et hop, l'outil va identifier quels sont les champs qui sont présents dans HubSpot. Et donc, l'outil va directement être capable de dire, voilà, là, j'ai une donnée personnelle, ici. Et donc voilà. Et je vais pouvoir, moi, modifier si je le souhaite, dire maintenant, mais ça, c'est pas une donnée personnelle, ça l'est. Donc, ce serait pareil avec un Airtable, avec un Webflow ou autre. On aurait la liste de tous les champs qui remonteraient.
Dans Webflow, typiquement, on va avoir des champs qui sont un peu fixes, tu vois, je pense sur la partie e-commerce, on a des champs qui sont un peu fixes qui sont prévus, et puis il y a d'autres champs qui peuvent être ajoutés. Et donc en fait, il y aura un peu les deux, et nous on va passer un peu l'algorithmie sur les champs qui sont ajoutés aussi pour pouvoir définir si oui ou non il y a des champs personnels en plus. Donc ce serait pour l'e-commerce, mais ce serait évidemment aussi pour les collections. Enfin voilà, ce serait un peu pour tout quoi. Donc pareil sur Airtable, etc. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux les connecter à une autre source de données ou directement rentrer dans la définition d'un traitement de données personnelles. Donc, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, ce fameux document qui est un peu la Bible du RGPD, parce que c'est vraiment l'élément qui va être demandé un peu en premier en cas de contrôle. C'est ce qui va définir et décrire un petit peu tout ce qu'on fait avec les données personnelles, comment on les traite. Donc, l'idée pour nous, c'est pour être exhaustif et précis, c'est de partir des données pour construire le traitement. Donc là, l'idée, c'est pas de vous refaire un cours sur le RGPD, donc je vais passer assez vite sur cette interface-là, mais c'est juste pour que vous voyez un petit peu que on a essayé de construire quelque chose qui est quand même un peu sympa à utiliser dans la mesure du possible, et on essaie de vraiment travailler ça pour que des gens qui soient non experts RGPD puissent le prendre en main et qu'il y ait toute l'information, toutes les explications nécessaires à chaque moment, quoi. Donc là, typiquement, il y a des explications partout sur toute l'interface. Je trouve même qu'il y a une vertu pédagogique en fait dans l'outil quelque part, puisque vous accompagnez beaucoup. Je dis pas qu'on va apprendre le RGPD en utilisant l'outil, mais ça permet, comme c'est à la fois intéressant en UX, mais en même temps que vous donnez beaucoup de background, que vous utilisez les bons termes, etc., d'accompagner un peu cette démarche, je trouve, quoi. Ouais, c'est exactement ça la philosophie. Donc là, par exemple, je suis en train de créer un traitement qui va être, je sais pas, inscription newsletter, gérer le newsletter, peu importe. Donc en gros, ça va être un traitement assez classique d'envoi de mail, donc de décrire un petit peu comment est-ce qu'on gère les données qui permettent l'envoi d'email. Donc, on va d'abord déclarer quelles sont les sources de données qu'on va utiliser. Donc, je pourrais imaginer utiliser, je sais pas, par exemple, là, j'ai déjà connecté d'autres sources, hein, c'est pour ça qu'il y a des choses. Voilà, je pourrais prendre les données personnelles qui sont utilisées ici. Puis, pourquoi pas, j'utilise peut-être pour enrichir d'autres données, d'autres sources. Donc, voilà, je peux mixer un petit peu les différentes sources, ce qui va me permettre d'être très exhaustif sur mon traitement. Ça va me donner une estimation du nombre de personnes concernées. Et puis ensuite, je rentre vraiment dans la description du traitement avec tous les items, toutes les cases à cocher que la CNIL attend, parce que le RGPD l'attend également, hein, bien sûr. Et donc, il y a des questions du type qui appartiennent ces données. Donc, par exemple, si on a fait une newsletter pour des prospects, on va cocher prospect. Parfois, on écrit aussi à nos clients, donc on peut sélectionner ça. À chaque fois, on a une explication à droite pour recontextualiser un petit peu ce qui est demandé, comment c'est demandé. Et notre vision ici, sur ce niveau-là, hein, c'est à terme de pouvoir dire, OK, tu as telle source de données. Vraisemblablement, tu vas peut-être être intéressé par tel type de traitement. Donc, on va venir proposer des templates ou des suggestions automatiques à certaines étapes pour que justement ce soit encore plus facile et qu'on gagne toujours plus de temps. Et là où c'est intéressant pour nous d'avoir le data mapping, c'est que à partir du data mapping, on peut faire les bonnes suggestions de traitement. Typiquement, si on a un CRM, il y a des chances qu'il y ait des opérations de prospection et d'emailing. Donc, on pourra proposer ce genre de traitement automatique. Comment vous mettez à jour ce schéma, justement comment vous le maintenez? C'est une question de Julien là, qui dit techniquement comment vous suivez en direct les modifications de base de données. Alors, donc ça, c'est plutôt en amont sur la partie data. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que en fait, alors, je suis pas c'est Benjamin, le CTO de la boîte, donc je vais avoir une réponse peut-être un peu générique, mais globalement, le fait d'être connecté nous permet régulièrement, tu vois, de requêter le schéma. Et donc, tu vois, alors je connais plus la fréquence, mais peut-être une fois par jour, attaquer l'outil, que ce soit la base de données ou le SaaS, et donc de voir s'il y a des écarts entre la version précédente et la version suivante, et de s'assurer si cet écart-là, c'est une de des personnes ou pas. Ça va être un truc dans le genre, tu vois. Et pour préciser, vous vous connectez pas aux données en tant que telles, mais ce qui vous intéresse, vous, c'est le schéma. Vous récupérez jamais les données, etc. Exactement. Donc nous, on regarde pas s'il y a des nouvelles données au sens des nouvelles lignes dans ta table. On va regarder s'il y a une nouvelle colonne. Tu vois. On va pas regarder la data en elle-même. Tu peux rajouter autant de data que tu veux, ça on va pas t'avertir parce que ça c'est pas notre histoire. Nous on va vraiment plutôt regarder là par exemple dans Mailchimp, il y a des nouveaux attributs qui ont été mis sur l'utilisateur. Il y a un truc où il y a écrit birthday. Bon on va te le pop-up, tu vois. Donc c'est vraiment cette philosophie-là qu'on essaie de pousser. Après il y a des cas particuliers, notamment sur les plus grosses boîtes où on va avoir de la donnée personnelle dans des champs non structurés. Donc, par exemple, des documents Word, des commentaires sur des formulaires, ce genre de choses, ou
gens s'amusent à raconter des choses personnelles, mettre des informations perso, des RIB, numéros de sécu, des adresses ou que sais-je. Là, on va pouvoir, nous, on a en prototype en interne un moteur d'analyse sémantique qui va permettre de lire cette information, enfin tout ce texte-là, et extraire ce qui semble être de la donnée personnelle. Encore une fois, pour extraire la typologie de données qui se trouve dans du champ non structuré. En gros, pour pouvoir continuer à enrichir le data mapping et que ça vienne pas uniquement de données structurées que tu vas retrouver dans les SAS ou dans les bases de données. Et puis après, en fonction des clients, s'il y a besoin sur certains types de données de faire de l'échantillonnage pour être sûr que tel champ c'est bien de la donnée personnelle. Voilà, ensuite on fait des choses trucs sur mesure. Mais en tout cas, la version de base, elle vient pas regarder la data personnelle, c'est vraiment uniquement si le client le demande qu'on va le faire, quoi. Okay. Bon, je continue rapidement sur la finalité. Ouais, donc c'est jusqu'au bout du voilà. flow, justement. Voilà, donc là, par exemple, des opérations de prospection. Donc nous, ce qu'on vient faire, pareil, c'est qu'on vient mettre du templating sur des finalités que la CNIL aura mis dans ses référentiels. Donc, la CNIL crée quelques référentiels qu'on a extraits et qu'on a un petit peu injecté dans le produit. La base légale du traitement, c'est qu'est-ce qui justifie légalement qu'on ait cette data. Donc le plus classique quand on est newsletter, c'est le consentement, mais ça pourrait être le contrat, l'obligation légale. L'intérêt légitime, c'est un point intéressant quand on fait du B2B. On peut écrire à des gens sans leur consentement si vous écrivez sur leurs adresses email professionnelles. Mais il faut toujours leur donner une porte de sortie dans tous les emails que vous leur envoyez non sollicités. Typiquement, un petit lien qui dit vous ne voulez plus recevoir de contenu, de recevoir d'emails. Voilà. La finalité, enfin la durée de conservation. Donc là, pareil, on va pouvoir définir les exemples, enfin la durée de conservation de la data. Donc là, nous, on a dans un Airtable typiquement toutes les durées de conservation en fonction des types de données. Donc on va bientôt l'injecter dans le produit. Comme ça, on a des templates. L'accès, c'est la sécurité. Qui a accès aux données personnelles? Donc, ça peut être l'équipe marketing dans notre cas présent. Le sous-traitant, ce sont les outils utilisés dans le cadre du traitement. Partenaire institutionnel, c'est plutôt quand on fait des bulletins de paie, par exemple. Donc, ça peut être l'URSSAF. Et puis, la responsabilité, ça, c'est un point important. Soit vous êtes responsable du traitement, c'est vous qui opérez, enfin, c'est vous qui décidez de faire ce traitement. Donc, vous êtes responsable du traitement. Et puis, sinon, il y a, par exemple, vous êtes sous-traitant. Sous-traitant, ça veut dire que vous êtes un outil et vous traitez de la donnée personnelle, mais au nom du client. Voilà, donc ça, c'est important de préciser ces éléments. Et enfin, et je vous montrerai juste après, on commence à introduire assez tôt dans l'expérience la question du risque, justement pour pousser en maturité les utilisateurs en leur donnant des éléments qui pourraient les aider à évaluer le risque. Typiquement, on pourrait se dire, OK, là, c'est vrai qu'il y a, par exemple, sur les droits d'accès, j'ai l'équipe marketing, en fait, c'est que des stagiaires et je suis pas trop sûr qu'ils conservent pas encore des accès aux données personnelles une fois qu'ils sont partis. Typiquement, ça peut être un risque qui peut être identifié. Voilà, et donc, on va pouvoir commencer à mettre du risque. Donc, une fois qu'on a fait ça, on arrive sur une interface qui est un peu la page d'accueil du site, de l'application, avec ce que nous, on appelle ce fameux data mapping qui va vous permettre d'avoir une approche visuelle de sources de données que vous avez, des traitements que vous opérez et de qui a accès à ces différents traitements. Ça permet au DPO, donc la personne en charge du RGPD, de pouvoir faire un peu un deep dive visuel en se disant, OK, alors au marketing, ils en sont où, à quoi ils ont accès, et quelles sont les sources de données. Et donc, ça permet de se rendre compte un petit peu de qui fait quoi et qui a accès à quoi. Donc, une fois qu'on a ça va nous permettre d'avoir donc notre registre de traitement. Donc, là, j'ai fait un traitement et donc je pourrais en faire plein. Ça va me permettre de générer un registre. Ce registre, je vais pouvoir le télécharger ici, directement tout fait à partir de l'ETO. Donc, il va reprendre toutes les informations qui ont été saisies. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va essayer d'injecter des données complémentaires quand c'est pertinent, notamment l'emplacement de la donnée. Quand on est sur un outil où la donnée serait au Canada, nous, quand on fait le connecteur, on regarde aussi où sont les serveurs dans la mesure du possible du sous-traitant pour pouvoir dire où se trouve physiquement la donnée. Donc ça, c'est un attendu de la CNIL. Hop là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme module? Alors, dans les modules un peu sympas, il y a effectivement la documentation des sous-traitants. En gros, quand vous devez construire votre data room CNIL, vous devez montrer à la CNIL quels sont les sous-traitants avec lesquels vous bossez et les fameux DPA, donc les Data Processing Agreements. Donc, c'est des bouts de contrat qui encadrent la manière dont vos sous-traitants traitent les données personnelles. Et donc, nous, on va vous faciliter la vie en vous mettant directement les liens vers les DPA de tous les SaaS que vous avez déclarés dans la solution. Et ces DPA, en fait, en principe, si vous voulez vraiment être conforme, vous devez les avoir signés chez vous. Donc, par exemple, là, HubSpot en a un.
vous devez avoir la version signée par HubSpot, que vous allez signer vous aussi. Donc là, c'est un PDF avec la signature d'HubSpot en bas. Et vous allez pouvoir ensuite le stocker dans les taux pour que vous l'ayez à tout moment. Et ce qui est bien avec les taux, c'est que ça va vous prévenir s'il y a une mise à jour de ce DPA. Et là, il y en a eu pas mal des mises à jour parce qu'il y a eu des changements côté Union européenne. Donc, pas mal de SaaS américains mettent à jour leur DPA récemment. Et donc, on va vous prévenir que, voilà, il y a un changement et donc, il faut mettre à jour vos documentations. Et vous pouvez évidemment ajouter vos propres DPA si vous avez des sous-traitants qui ne sont pas des SaaS, par exemple. Juste une petite aparté, mais parce que la question revient tout le temps, mais c'est typiquement ce truc des DPA à signer qui fait qu'on peut être en conformité en utilisant Bubble, par exemple. C'est le truc qui revient tout le temps, mais... Alors, c'est effectivement ce qui va être. En tout cas, c'est le document à analyser de près, en principe, pour s'assurer que l'outil qu'on va utiliser a essayé de faire un maximum d'éléments, de diligence pour se mettre en conformité. Le problème qu'on a actuellement sur ce sujet, et on pourrait en reparler avec François, qui est aussi très au courant, c'est que aujourd'hui, quand on est un service américain hébergé aux États-Unis, on est soumis à la loi fédérale qui permet au gouvernement américain, au service secret américain ou FBI ou que sais-je, d'accéder aux données personnelles de n'importe quel utilisateur dont la donnée est stockée aux US. Résultat, en fait, on peut être un Européen, avoir des données personnelles stockées aux US et donc avoir le gouvernement américain qui pourrait y avoir accès. Et donc, il faut regarder ce que prévoit ou non le sous-traitant dans ce cadre-là pour se protéger, en fait, des requêtes qui pourraient être faites du gouvernement américain sur les données personnelles en tant qu'Européen. Et en fait, c'est là où avant, on avait ce qu'on appelle le Privacy Shield, qui était en fait un truc qui empêchait ça. Et ce truc a sauté récemment. Et donc, résultat, il n'y a plus de protection. Donc, on est dans un flou juridique, un flou artistique même sur ce sujet spécifiquement, qui fait que, bon an, mal an, peut-être qu'on n'est pas 100% conforme au sens légal du terme. La vérité, c'est que sur Bubble en particulier, il n'y a pas beaucoup de solutions alternatives. Donc, si on est capable de dire, voilà, en fait, j'utilise Bubble parce qu'il n'y a pas d'autres solutions qui permettent de faire ça, ça et ça et ça en no-code, etc. En vrai, il n'y a pas trop d'enjeux, quoi. Je pense que ça devient un vrai sujet quand vous avez les données sensibles et que vous stockez des données vraiment très personnelles des utilisateurs sur des serveurs américains. Et là, par contre, ça commence à devenir un peu plus touchy. Mais c'est là où il faut des données très personnelles. Ça va être des données de santé, ça va être des opinions politiques, des éléments de religion, ce genre de choses qui sont considérées comme très sensibles et donc sur lesquelles il faut faire très très attention. Parfois c'est totalement encadré, parfois c'est même illégal de les stocker. Donc c'est là où pour le coup il faut vraiment être très 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 vigilant à la solution que vous utilisez, quoi. Sans lancer un énorme débat, c'est quoi la différence entre le fait que les États-Unis, les gouvernements américains peut lire nos données personnelles, versus, j'allais dire, la France qui peut faire exactement la même chose et demander à un hébergeur, à Gmail ou à un SaaS français de lui fournir des données parce qu'il suspecte, pour une raison X ou Y, des choses, quoi. Quelle est la différence, en fait ? Je pense que c'est là où moi je vais pas pouvoir te répondre sur le plan de la loi proprement parler, parce que c'est pas mon rôle. Ce que je peux te dire simplement, il y a deux choses. La première, c'est que de manière générale, tu as un enjeu de plus en plus fort de gouvernance mondiale. C'est-à-dire que tu as un intérêt des États-Unis, de l'Europe par exemple, de protéger les données personnelles et de créer de la friction avec les États-Unis, parce que c'est une façon de protéger son territoire. Ceux qui sont allés ultra loin dans cette démarche, c'est les Chinois. Si vous regardez le PIPL, donc c'est le nouveau RGPD chinois, c'est extrêmement compliqué pour être conforme au PIPL pour un acteur étranger de conserver, de stocker la donnée personnelle d'un Chinois. Ça crée une forme de barrière à l'entrée sur son territoire, ce qui permet donc à des acteurs locaux, en théorie, tu vois, d'émerger. En tout cas, c'est un élément de barrière qui va permettre à plus d'acteurs locaux d'émerger sur lesquels ils peuvent faire des traitements de données personnelles, et ça met une barrière sur des acteurs étrangers qui voudraient faire du business avec les données personnelles des gens de mon territoire. Tu vois, le truc de manière générale, c'est un peu ça la philosophie qui est en train de se passer, qu'on voit en train de se tendre un petit peu, et donc il y a une vraie logique de gouvernance stratégique à l'échelle mondiale sur la question des données personnelles. Parce que plus tu ouvres, plus effectivement, plus c'est facile pour un acteur étranger d'avoir accès aux données personnelles, plus il va venir pouvoir faire du business en France, et donc tu protèges moins le côté made in France, made in Europe. Tu vois, donc il y a quand même cette donnée, cette lecture-là business qui je pense, il faut pas oublier.
Et ensuite, effectivement, les Américains sont moins sensibles sur la question de la donnée personnelle. Donc, tu vois, ils ont un règlement en Californie, il y a des règlements qui commencent à émerger dans d'autres États, mais ils n'ont pas une approche fédérale du sujet. Ils sont très orientés clients. Donc, ce qui va les intéresser, c'est vraiment l'exercice de droit. Donc, comment est-ce que je m'assure que l'utilisateur américain peut demander la suppression de ses données personnelles? Et ils n'ont pas tout ce truc un petit peu global. Ils sont beaucoup plus open pour le moment. Ok. Il nous reste une dizaine de minutes. C'est super vite. Ça passe toujours très vite, encore plus quand on parle de RGPD et qu'on met la main dans le puissant fin. Wow. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu veux nous montrer avant qu'on prenne les questions? Il y a eu pas mal de questions. Ouais, le dernier point, c'est l'analyse de risque pour vous montrer la philosophie dont je parlais tout à l'heure du RGPD itératif. L'enjeu pour nous de ce module, c'est de pousser des risques automatisés et des risques manuels. Et ces enjeux des risques, c'est pas pour faire peur, c'est pour aider l'utilisateur à identifier où est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels il doit réfléchir et comment est-ce qu'il va pouvoir faire évoluer ces risques dans le temps et donc pouvoir à terme montrer toutes les diligences qui auront été faites dans la durée auprès d'un acteur qui pourrait venir le contrôler. En gros, ce que veut pas la CNIL, c'est quelqu'un qui passe de 0 à 1 en 2 semaines parce que juste il y a un contrôle. En revanche, quelqu'un qui va faire l'effort dans la durée n'aura jamais de souci entre guillemets tant qu'il a identifié quels sont les sujets sur lesquels il doit avancer. Donc ça, c'est ce qu'il y a actuellement en production. Vous avez vu les principaux modules. Bon, il y a un truc d'incident, mais ça, c'est pas très intéressant. Et puis, dans ce nous, on va sortir à la fin du mois et qui peut, pour le coup, intéresser certains d'entre vous. Il y a 2 modules. Le premier, c'est l'exercice de droit. Donc, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. J'ai quelqu'un qui m'écrit parce qu'il veut que ma donnée soit supprimée. Ça peut être des clients, ça peut être des candidats. J'ai des boîtes qui reçoivent des mails de Welcome to the Jungle où le candidat demande à ce que la donnée soit supprimée. Et bien là, vous allez pouvoir avoir un workflow complètement streamliné qui permet de suivre la suppression de l'exercice de droit parce que il faut pouvoir le démontrer à la CNIL que vous avez fait le boulot. Et dans un deuxième temps, on viendra faire l'automatisation potentiellement. C'est-à-dire, on viendra utiliser la connexion aux différents SaaS pour aller supprimer à la place du client la donnée personnelle s'il le souhaite pour lui faire gagner encore plus de temps. Et puis le deuxième module, c'est plus pour du B2B, c'est ce qu'on appelle le module sécurité, où là, l'enjeu pour ceux qui ont peut-être rencontré ça, c'est de venir aider les sales qui remplissent des formulaires dans le cadre d'appel d'offres grands comptes, des formulaires où on leur pose des questions sur la sécurité et les données personnelles. Et ça, c'est assez long à faire. Souvent, les grands comptes ont des formulaires ensuite en plus très différents. Donc, on est en train de penser à un module qui va être un sales enabler pour le permettre aux sales de rapidement trouver la réponse à sa question sans avoir à solliciter son DPO. Et donc, derrière, de pouvoir être beaucoup plus performant sur la partie business du RGPD. Voilà. Je suis à disposition si vous avez des questions. Super. Eh ben, écoute, on va enlever ton écran. Et Xavier, je te laisse poser quelques questions qu'il y a. Il y en a eu un paquet. Il y en a un sacré paquet. En fait, on pourrait refaire 1 heure rien qu'avec les questions, voire même plus. On va essayer de sélectionner celles qui sont peut-être plus proches de votre outil. Alors, je peux pas les partager à l'écran, par contre. Bah, dis-moi, au pire, Mais il y a la question de Mathieu, 13h32. Ouais. Le cauchemar des DPO et la gestion des data breach. Tout à fait. Alors vis-à-y, 13h32, ah oui, le cauchemar des DPO et la gestion des data breach qui est en train de processus insupportable, forcément très bien. Y a-t-il une feature reliée aux gestions de data breach? Alors, c'est le module incident que j'ai pas montré. Effectivement, le module incident permet essentiellement de déclarer les data breach et te donner toutes les étapes à mener lorsque tu dois la déclarer également à la CNIL derrière. Donc c'est du workflow sur les data breach. Voilà. D'accord, donc tu as déjà un module qui prévoit finalement de traiter qui permet de gérer les incidents, les déclarer là, voir toute la to-do à faire. Aujourd'hui, on n'a pas la moyen de se connecter à la CNIL pour que ce soit automatiquement télétransmis à la CNIL, peut-être un jour. Et derrière, le registre des incidents fait partie des livrables attendus en cas de contrôle. Donc, le fait de le déclarer dans les taux te permet derrière d'avoir tout le registre qui s'alimente automatiquement. Ok, super. Alors moi j'ai une petite question pour moi, parce qu'on n'en a pas parlé. C'est quoi le pricing de l'outil? Parce que je pense qu'on va finir par y arriver. Et François qui demandait direct si vous allez faire une réduction pour la communauté No Code France. Forcément. Alors aujourd'hui, je suis marrant parce que je vais mettre en ligne la page pricing certainement cet après-midi ou demain. Donc elle est en train d'être construite. Alors on a un pricing officiel qui est un pricing pensé quand même pour des boîtes qui ont un certain budget. Je vais pas vous le mentir sur le RGPD. Donc on est sur un pricing qui démarre à 200 € par mois sur un engagement annuel.
donc un peu plus de 2 000 € par an. Et puis ensuite, dès qu'on est sur de la boîte de 50 et plus, selon aussi les fixtures qui sont demandées, on a un autre plan à 600. Donc ça fait, je crois, ça va faire 6 000 7 000 par an. Et ensuite, effectivement, on le met pas, mais nous, ça nous intéresse quand même de rester proche de la communauté des petits entrepreneurs, enfin petits au sens en taille de boîte. Donc on peut discuter sur des petits plans où pour le coup on pourra pas faire beaucoup de support. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec des gens éventuellement qui pourraient prendre en main l'outil pour d'autres, mais sur lesquels on peut discuter pour des plans qui sont beaucoup plus abordables pour des tout petits acteurs qui veulent quand même se mettre en conformité. À ce stade, le plus simple, c'est peut-être que les gens te contactent, s'il y a des gens qui ont Exactement. regardé, qui sont intéressés pour leur boîte ou pour Tout à fait. leur activité. Exactement, ouais, carrément. Vous pouvez directement prendre rendez-vous sur le site. Hein. Ok, carrément. Il y avait une question juste il y avait une question de Fred sur le stockage des données de santé. Et est-ce que le fait que c'est possible en no-code, etc., alors c'est pas forcément lié à l'outil, mais juste pour dire un mot dessus, parce qu'en fait, il y a aussi un peu une confusion dans les outils et ce qu'ils peuvent faire. Et comme l'a dit Lambert, effectivement, il y a un autre niveau pour les données de santé auprès des hébergeurs, qui sont les hébergeurs de données de santé, HDS. Données de santé. Et qui sont du coup habilités, quoi. Et donc, à notre connaissance, en tout cas, parce qu'il y a déjà eu cette question qui est revenue souvent, il n'y a pas d'outil no-code qui soit habilité à ça. Par contre, il y a certains outils no-code qui peuvent se déployer, notamment des outils français comme Udo, des choses comme ça, qui peuvent être éventuellement déployés sur les serveurs, qui peuvent rentrer là-dedans. Tout à fait. Et j'ai eu un lead, alors je connais plus le nom du système de formulaire, mais j'ai eu un lead qui, lui, faisait pareil un peu sur la donnée de santé, mais plutôt de la collecte. C'était du type de formulaire études et pour le coup c'était intéressant parce qu'ils n'étaient pas hébergés de données de santé, mais par contre ils avaient une option d'anonymisation qui était très forte, qui pour le coup leur permettait de ne pas être trop embêtés. Ok, c'est intéressant si on peut pas recouper les données de santé avec les gens. Exactement. Si on pseudonymise les données ou comme ça peut marcher aussi. Mais c'est ça illustre bien le fait que cette question elle est hyper complexe. Enfin, tout ça, tout ce sujet, parce qu'en fait, il y a plein de niveaux. Et finalement, on en revient un peu toujours, moi, je trouve, à ce que tu disais au tout début. C'est-à-dire qu'il faut essayer de voir déjà comment on peut stocker le moins de données possible. Si on doit stocker des données, est-ce qu'elles doivent toujours être liées à l'identité de quelqu'un? Parce que ça, on n'y pense pas assez, je trouve, en tout cas, aux données pseudonymes. Des fois, si on veut faire des stats sur son site, on n'est pas obligé de savoir qui est qui, quoi. Enfin, on peut juste pseudonymiser tout ça. Alors après, ça faut faire attention parce qu'il faut vraiment pas être en capacité de pouvoir recouper les données pour retrouver la personne. Je sens que c'est François qui avait donné un exemple comme ça. Des choses, si tu as le nom, l'âge, l'adresse, etc. Même si tu n'as pas, le nom, évidemment. Si tu as l'âge, l'adresse, etc. En fait, si tu recoupes tout, ça se trouve que tu peux tomber sur la personne aussi, quoi. Exactement. C'est une donnée personnelle indirecte. Et ça, c'est très c'est un sujet, il faut faire très attention. Dans l'outil, je ne vais pas montrer, mais il y a une explication au moment où vous devez sélectionner les données personnelles, qu'il faut bien penser aux données personnelles indirectes. Je vois Julien qui dit qu'on ne fait pas de partenariat avec des freelances. En fait, si, je ne sais pas ce que tu entends par là, mais on a plein de façons de fonctionner avec des freelances. S'il y en a qui veulent proposer l'outil à leurs clients, on peut travailler sur de l'affiliation. S'il y en a qui veulent prendre en main la solution et faire DPO externe, évidemment, aujourd'hui, on répond à pas mal de clients en partenariat avec des indépendants qui prennent en main la solution, ce qui nous permet aussi de baisser quand même significativement le prix de l'outil. Et parfois, on se retrouve dans des cas où le freelance, l'avocat ou le DPO externe est moins cher avec l'outil que tout seul, parce que justement, on gagne tellement de temps que la somme des deux fait moins que les deux séparément. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer des mails et puis on discute, quoi, avec plaisir. Ouais, tu as bien fait de prendre la question parce qu'en fait, j'avais pas compris la question de Julien. En fait, un peu plus haut, il a posé une question sur ce que vous travaillez. Si, non, mais c'est ça, c'est bien ça, mais ça y est, maintenant, j'ai percuté. Donc c'est intéressant, ouais, parce qu'il y a effectivement des gens qui pourraient recommander d'utiliser votre solution pour leurs clients. Exactement. Et ça là-dessus, on sait être très, très fair. Donc, il n'y a pas de souci, quoi. Cool. Florent qui dit que vous êtes dans les prix du marché, donc c'est confortant. Ouf. Xavier, est-ce que tu as une dernière question? C'est pas vraiment une question, c'est juste pour rebondir sur la partie HDS. Je crois que XAR propose quelque chose sur la partie HDS. Je crois qu'il y a une possibilité de faire effectivement, ouais. Je l'ai pas cité, mais il me semble qu'ils avaient répondu aussi par rapport à ça une fois dans un... Enfin, globalement, on va dire que les outils français, finalement, c'est un peu logique, mais sont plus sensibles à ces choses-là que les outils américains. Donc ça vaut le coup, j'ai envie de dire globalement aussi pour des problématiques vraiment très importantes sur le RGPD, sur les données, etc. Se rapprocher des éditeurs français, ça peut aussi avoir du sens, quoi.
Alors, j'ai une question, je trouve que c'est intéressant. Je suis là, je suis encore 3 minutes. Il y a Arnaud qui dit est-ce que Vas-y. récupérer le fichier des DPO sur le site de la CNIL pour faire du growth hacking et RGPD copain Il ne se gêne pas. Alors, ça, c'est une très bonne question. On revient à l'intérêt légitime. Donc, nous, on l'a pas fait parce que, en fait, ce site-là, il y a 70 000 DPO déclarés en France pour information. C'est quand même une information intéressante et vous allez pouvoir les retrouver en open source, en open data sur DataGouv. On a également sur le site, si ça vous intéresse, tous les contrôles et toutes les amendes qui ont eu lieu l'année dernière et il y a 2 ans sur les taux.légal. Donc, on les a un peu réinjectés. Alors, c'est typiquement la question de l'intérêt légitime dans le cadre de la prospection de B2B. Si l'intérêt légitime, c'est qu'on peut contacter des gens sans leur consentement dans un certain cadre qui consiste à les contacter si c'est logique par rapport à l'activité, par rapport à ton activité, etc. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si tu leur recommences à leur écrire, mais tu leur donnes à aucun moment moyen d'opt-out, c'est-à-dire, bon, bah, si vous voulez plus que je vous écrive, bah, juste dites-le moi ou cliquez ici. Là, tu deviens plus trop RGPD compliant. Mais en soi, si c'est bien fait, tu rentres dans l'intérêt légitime dans une certaine mesure. Voilà. D'ailleurs, peut-être je vais justement, en remontant aussi, j'ai vu une autre question d'Arnaud que j'avais pas vu tout à l'heure, qui est assez intéressante. Si tu as un conseil peut-être, ou je sais pas, sur la page, dans le RGPD, il y a un truc qui dit qu'il faut que sur ton site, il y ait une page qui explique ce que tu fais des données et qui soit écrit en français, pas juridique, etc. Enfin, je sais plus comment il formule ça, mais je sais pas, est-ce que vous, là-dessus, vous pouvez aider? Alors, c'est une super question. Ça fait partie de la roadmap. On appelle ça le Privacy Center. Donc un module qu'on va sortir qui va venir. Alors, on a une vision, c'est-à-dire ce qu'on aimerait réussir à faire, en gros, c'est qu'à partir du moment où on sait quels sont les traitements que vous réalisez dans votre entreprise, on pourrait essayer d'extraire un genre de data vise, un peu comme ce que vous avez vu sur le data mapping, mais plus centré utilisateur, en disant, bah tiens, moi je suis un utilisateur, je clique et je vois les traitements qui sont associés, les durées de conservation de mes data, etc. Un truc un peu interactif qui éviterait ce blabla relou à écrire. Donc on a une intuition de ça, on réfléchit à concrètement ce que ça pourrait faire, mais en gros essayer de générer quelque chose qui permet de mettre plus de transparence et qui soit ultra user-friendly. Donc ça c'est en tout cas c'est sûr que c'est un sujet. Et effectivement ensuite nous on a essayé si vous avez dans notre politique de confidentialité, on a essayé de faire quelque chose d'un peu digeste. Donc vous pouvez vous en inspirer. Alan aussi a fait ce boulot de faire un truc un peu digeste. Il y a quelques pages qui sont assez bien faites, effectivement. Ouais, et je crois qu'il y a une boîte, j'essaie de la retrouver, qui a même un template Webflow de privacy policies un peu joli. Si vous cherchez dans l'annuaire Webflow, il y a des gens qui ont essayé de faire un truc. Après, bon, il faut quand même faire un peu de rédactionnel. Mais il ne faut pas avoir peur de citer des choses simplement et de pas essayer de faire du jargon, du juridique, alors que c'est pas l'objectif en vrai. J'ai envie de te dire, même exactement, à l'inverse même en fait, au contraire, parce qu'on a l'impression d'un peu depuis la nuit des temps que tout est écrit dans un jargon juridique pour nous embrouiller tout le temps. Et là, la CNIL dit explicitement, vous devez écrire ça en français lisible pour que les gens comprennent, quoi, et que arrêter justement avec ces conneries et ces astérisques en tout petit, etc. Donc oui, je pense que et intuitivement, c'est vrai que en fait quelque part, ça doit être un peu plus simple d'écrire normalement les trucs et d'être transparent. Bien sûr. Mais on a l'impression toujours qu'il faut tourner les phrases n'importe comment. Donc c'est un bon conseil ce que tu disais. Je pense pas qu'il faut pas en avoir peur, parce qu'il faut vraiment le prendre comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Après, c'est un peu de temps, quoi. C'est toujours pareil. Et merci beaucoup. Je pense qu'on refera peut-être un live encore sur le sujet. Je pense que c'est sans fin, mais je pense que là, entre le live avec François Effland la dernière fois et puis cette fois, je pense qu'il y a vraiment plein de choses qui ont été dites qui sont très intéressantes. Et tu es sur le Slack de No Code France, si jamais les gens veulent te contacter. Est-ce que, quelle est la manière préférée pour te contacter Tout est possible. Je m'y connecte, je pense, presque tous les jours sur ce Slack. C'est toujours très intéressant. Sinon, vous pouvez m'écrire tout simplement à edouard@leto.legal. Ou alors, si vous allez sur le site et que vous cliquez, je crois, en haut à droite sur demander une démo, vous arrivez sur mon agenda. Donc, vous pouvez prendre un rendez-vous si vous voulez qu'on papote. Ce sera avec plaisir. Tout est possible. Si vous avez d'autres questions, surtout, n'hésitez pas. Voilà, et puis sinon, vous les posez sur le Slack. Il y a plein d'autres acteurs, François, qui pourront aussi répondre à vos questions techniques, même parfois bien plus précisément que moi. Donc surtout, n'hésitez pas. On a un canal RGPD d'ailleurs, du coup. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ah oui, tu fais magnifique. Bien, Xavier, de Est-ce que je suis dedans? Je suis même pas sûr. Je vais regarder ça. Je suis peut-être pas dedans. On t'invitera. Tu peux le rejoindre de toute façon. Yes. Et puis voilà, comme ça on peut continuer les questions là-bas. Et puis merci beaucoup Edouard, merci Xavier. Et puis merci à vous. À très bientôt. Merci à tout le monde. À bientôt. Salut. Merci beaucoup. À bientôt.
Au revoir. Au revoir.